La nouvelle détente 1985 au 1991. À partir du milieu des années 80, la relation internationale sert de la guerre fraîche pour évoluer vers une nouvelle détente de 1986. Les facteurs favorables à la nouvelle détente. Pour l'URSS, c'est l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev. Au début des années 80, différents dirigeants se sont succédés en URSS. De 1982 au 1984, Yuri Andropov, 1984-1985, Konstantin Tchernenko, 11 mars 1985, Mikhail Gorbatchev, et le 11 mars 1986 arrive au pouvoir au moment où l'URSS était en pleine crise économique. Ainsi, il a engagé une nouvelle politique qui est le perestroïka et le glasnost. La perestroïka, c'est une politique de restructuration dans le domaine de l'économie vers le libéralisme économique. Elle a pour objectif l'accélération de la production, l'amélioration de la productivité et du niveau de vie de la population. Le glasnost ou transparence, c'est une politique de restructuration qui se traduit par la libéralisation dans le domaine politique comme la libéralisation de l'information ou du droit d'expression et d'opinion. Une politique d'ouverture vers l'Occident. Pour Gorbatchev, le redressement économique de l'URSS nécessite la réduction des dépenses militaires pour avoir le maximum d'investissements productifs. C'est une occasion aussi à la technologie occidentale par une relance des relations commerciales avec l'Occident. Pour Gorbatchev, ce sont les contraintes économiques qui ont favorisé le rapprochement avec les USA. Les limites de la politique reaganisme. Tant du côté américain que du côté soviétique, la guerre fraîche a accru les dépenses militaires pour les USA. L'économie souffre d'un grave déficit de la balance de paiement dû à la concurrence internationale et aux interventions militaires dans le tiers-monde, montrant l'échec du Reagano-économie. En politique extérieure, Reagan se heurte à des échecs sérieux tels que la persistance du terrorisme international, l'anonymat de Sadat et le refus de l'IDS par le Congrès. Ce sont les contraintes et les nécessités économiques et politiques qui ont favorisé le rétablissement d'une nouvelle détente entre Est-Ouest de 1985 au 1991. Les impacts de la nouvelle détente, le désarmement. Dès 1987, signature des accords de Washington portant sur option 0, c'est-à-dire la destruction de toutes les FNI ou forces nucléaires intermédiaires ou zéro missile. Juillet 1991, signature de START, Strategy Arms Reduction Talks, pour une réduction de 30% des armements à longue portée par Gorbatchev et George Bush. Cet accord prévoit un contrôle réciproque des deux grands. L'apaisement des conflits. Sous l'égide de l'ONU, avec son secrétaire général Xavier Pérez de Cuéllar, et sous pression des deux superpuissances différentes, les différents conflits ont été réglés tels que le cessez-le-feu en Angola, en Mozambique, en Nicaragua et entre Iran et Irak, le retrait des troupes soviétiques et l'Afghanistan en 1988 et des troupes libyennes du Tchad de 1989. La reprise des relations chino-soviétiques en 1989. Donc la nouvelle détente a sans doute amorcé la marche vers la paix, mais elle a aussi créé des graves problèmes au sein du monde communiste. La disparition du monde communiste, le bloc socialiste et l'URSS. L'effondrement du bloc communiste. Le retrait soviétique et l'Afghanistan montrent l'échec de la diplomatie soviétique car il reflète la rupture de la solidarité socialiste internationale du fait que l'URSS a abandonné un régime frère.
Le libéralisme imposé par Gorbatchev en Europe de l'Est a suscité des mouvements qui ont entraîné la chute des démocraties populaires et européennes, comme en Roumanie, chute du régime Ceausescu en 1989 et mise en place d'un régime libéral. En Pologne, prise du pouvoir par Lee Wielesa en 1990 qui a instauré un régime libéral. En RDA, chute du mur de Berlin en novembre 1989, suivie de la réunification des deux Allemagnes en octobre 1990. Donc, la RDA n'existe plus en tant que pays de bloc communiste. L'éclatement de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. La perestroïka menée par Gorbatchev a suscité des réticences et des mécontentements. Donc, c'est un échec car la crise économique persiste et entraîne un déficit et une inflation. Des contestations viennent des minorités nationales qui réclament leur économie, comme Ukraine, Géorgie et les républiques baltes. Des guerres ethniques éclatent comme au Kazakhstan en 1986 et guerre entre Arménie et Azerbaïdjan en 1988. En août 1991, le putschiste manquait grâce à l'intervention de Boris Eltsine. Septembre 1991, Gorbatchev donne l'indépendance aux républiques baltes. Novembre 1991, création de la CEI ou Communauté des États indépendantes. 25 décembre 1991, démission de Gorbatchev qui est remplacé par Boris Eltsine. L'URSS et le bloc communiste ont éclaté. L'effondrement du bloc est suivi de la dissolution du Comecon ou KM et du pacte de Varsovie. Le 1991 marque la fin de la bipolarisation. Le souffle nouveau de la démocratie dans le tiers-monde. La décolonisation n'a pas du tout effacé les problèmes des États indépendants, car des désordres ethniques et sociaux, avec des crises politiques et économiques, aggravaient les difficultés et héritent du pan-colonial. Les crises favorisent la montée des régimes autoritaires et même dictatoriaux. Une démocratie impossible. Le paysage politique du tiers-monde après la décolonisation, c'est-à-dire depuis les années 60, est dominé par des régimes autoritaires civils ou militaires, des régimes présidentialistes, celui de Perón en Argentine et de Pinochet au Chili. Les dictatures des riches familles comme Somoza à Nicaragua, Duvalier et Marcos, les dictateurs sanglantes comme Idi Amin Dada en Ouganda et l'empereur Bokassa au Centrafrique. Les régimes personnalisés comme Ratsiraka à Madagascar, Saddam Hussein en Irak et Kadhafi en Libye. Des coups d'État à répétition. Les coups d'État montrant l'instabilité politique car face à un régime en échec d'impopulaire, l'armée principale, c'est une force nationale, s'empare du pouvoir et soumettant le pays sous un régime militaire pour maintenir l'ordre public. Ainsi, les pays du tiers-monde sont souvent des souverainetés en armes. Le système du parti unique, du parti dominant. C'est le parti au pouvoir. Même s'il y a pluralisme, ce n'est que de la façade car le pouvoir affectif appartient au parti dominant qui est la partie au pouvoir. Des minorités privilégiées ou des bourgeoisies d'État. C'est un régime gangréné par le clientélisme et l'esprit de clan et la corruption. Ainsi, de tels systèmes, la démocratie est impossible car les droits de l'homme sont violés.
Seulement depuis les années 85, les régimes autoritaires sont en recul, sans effet conjugué des pressions et des aspirations des peuples. La difficulté marche vers la démocratie dans le tiers-monde. À partir des années 85, la plupart du tiers-monde a choisi le régime démocratique à l'image de la démocratie occidentale, c'est-à-dire la démocratie libérale, surtout après l'effondrement du communisme. Seulement, la plupart des pays du tiers-monde se heurtent à des problèmes vers la marche et vers la démocratie à cause de l'existence de plusieurs partis politiques explique les troubles politiques. Le non-respect de la démocratie dans le sens strict, d'où une démocratie sauvage. L'existence de la corruption au niveau des différentes institutions. L'exemple de réussite de cette démocratie, c'est la fin de l'apartheid en Afrique du Sud par Frédéric de Klerk et la libération de Mandela en 1990, c'est le chef politique de l'ANC, l'African National Congress, qui était emprisonné pendant 25 ans et il assure la voie à des négociations vers une nouvelle Afrique du Sud. À la suite d'une élection libre, multiraciale et démocratique, Mandela devient le premier président noir de l'Afrique du Sud en 1994 et il a choisi comme Premier ministre Frédéric de Klerk.